Bonjour et bienvenue dans les suggestions cinéphiles de l'Odyssée. Aujourd'hui, la suggestion cinéphile numéro 159, un chauve, un crâne d'œuf. Cette suggestion 159 est consacrée au film remarquable de Jacques Tati qui s'appelle Les vacances de Monsieur Hulot. Je suis très heureux parce que c'est un ami, c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'admiration et qui illumine les suggestions en duo. Dominique Young, salut, bonjour Dominique. Bonjour. On va respecter les formes un peu de la convenance. Deux mots en introduction pour ce film Les vacances de Monsieur Hulot. Il est sorti en 1953 en France. Le tournage avait commencé en 1951. Et alors, comme pour Jour de fête, dont nous avons déjà parlé, si je me souviens bien, qui lui l'action se situait dans un petit village, Sainte-Sévère-sur-Indre, si j'ai bonne mémoire, et bien là, Tati a trouvé une petite station balnéaire au sud de Saint-Nazaire, dizaine de kilomètres environ au sud de Saint-Nazaire, qui s'appelle Saint-Mars-sur-Mer. Et le tournage prévu en 1951 commence, mais avec un retard parce que cette année-là, il a beaucoup plu l'été, au point que 51, l'été 51, au point qu'il avait même envisagé d'aller tourner au Maroc les scènes d'extérieur. Finalement, le temps s'est rétabli, mais plutôt fin août-septembre. Il a tourné donc de fin août jusqu'à octobre dans cette station balnéaire. Et l'année suivante, en 52, il a tourné les intérieurs dans les studios de Boulogne-Billancourt. Voilà, il y avait des studios de cinéma. Et donc le film est prêt à sortir en 1953. Alors on va vous en parler et Dominique, tu as la parole. C'est un film donc, qui vient après le facteur François Oui. de Jour de fête, et je trouve qu'il y a beaucoup de similitudes encore dans le traitement de la caméra, et puis dans le scénario. Il y a beaucoup d'importance donnée à la pantomime, dont Tati est un expert. Il y a beaucoup aussi d'importance donnée au bruit, en particulier le claquement des portes dans la salle de restaurant. Enfin, il y a vraiment tout un travail. La porte battante avec le porte gong, battante, ça fait gong c'est chaque ça, fois. on entre, on sort à chaque fois. Enfin, il insiste dessus, c'est fait avec une certaine emphase pour créer un comique de répétition. Ça annonce les claquements des talons qu'il y a dans Mon Oncle, dans les dames qui marchent avec leurs talons aiguilles sur le carrelage de la maison, dans la maison ultramoderne dans Mon Oncle. Enfin, il y a un certain nombre de choses qui sont constantes chez Tati. C'est vraiment une attention aux détails. C'est un film qui est une grande satire finalement des vacances de la petite ou moyenne bourgeoisie des années 50. Cette station est typique, avec le fameux hôtel de la plage qui est juste donc en bordure de la plage. Il y a tous les poncifs des vacances de cette époque, avec le type qui promène les ânes pour faire la promenade des enfants. Il y a la séance de gymnastique avec le moniteur sur la plage. Il y a évidemment les cabines pour renforcer le décor typique. Mais c'est assez cruel finalement comme film, parce que les personnages sont finalement assez désincarnés. Je les ai ressentis un peu comme des marionnettes, comme des types qu'ils présentent, mais il n'y a pas une vraie histoire, il n'y a pas une incarnation. Il y a des gens qui jouent un rôle dans la vie, et qui ne sont jamais naturels. Enfin, rien que la façon dont les dames se disent bonjour madame au petit déjeuner, et puis la conversation s'arrête là. Enfin, il n'y a aucune profondeur dans les relations, il n'y a aucune affectivité entre ces gens qui se rencontrent. Ils sont côte à côte, il y a une espèce de juxtaposition de personnages qui viennent là pendant une semaine.
Ils arrivent ensemble, ils partent ensemble, et finalement, ils n'ont pas fait de vrais échanges. Tout est resté très, très superficiel. Il y a la partie de cartes, à un moment donné, ils s'engueulent, mais il n'y a pas de relation en profondeur. Et Tati arrive là-dedans, enfin le personnage de Monsieur Hulot arrive là-dedans, un peu comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Il en rajoute dans la politesse, il porte les valises des dames, puis il lui arrive des tas d'aventures. Mais lui, il est solitaire, et il ne noue pas vraiment non plus de relation avec ses co-vacanciers, je ne sais pas comment il faut dire, ses concitoyens de vacances. Et même la jeune femme avec les macarons, là, qui est incarnée par Nathalie Pasco, qui est charmante, mais ça ne va pas très loin. Elle est là pour faire la jolie fille du film. Sa tante est là pour faire la tante bourgeoise du film. Le monsieur qui se promène avec sa cravate et son parapluie à 10 mètres derrière son épouse, c'est le type du vacancier qui s'embête un peu en vacances et qui essaie de trouver un peu d'intérêt en regardant les jolies filles sur la plage. Enfin, il y a une vraie satire, je trouve, de cette façon de passer des vacances dans lesquelles il ne se passe rien finalement. Mais pourtant, le film nous attache. Le film, justement, le film est intéressant à cause de ça, parce qu'il y a cette façon de montrer ces vacances, la vacuité des vacances, et puis en même temps, il y a tous les gags que Tati incorpore avec évidemment la voiture. La voiture, c'est le pendant un peu du vélo dans Jour de fête. Elle incarne un rôle à elle toute seule, une vieille voiture pétaradante, je pense des années 20, quelque chose comme ça, qui a été sans doute ressortie d'un garage et qui fait un bruit d'enfer. Et avec des pneus qui sont comme des pneus de mobilette, en quelque sorte, ou de vélocycle. Oui, c'est ça, on a l'impression qu'elle a été recomposée par pièces et morceaux pour faire simplement un côté complètement pittoresque dans le film. Oui. Alors oui, je suis d'accord, il y aura juste un petit... moi, que je voudrais rajouter par rapport à ce que tu as dit, mais effectivement, c'est un film d'abord qui, quoique en noir et blanc, eh bien, montre, on sent en noir et blanc la couleur du sable, puisque la Loire-Atlantique, Saint-Nazaire et le sud de Saint-Nazaire jusqu'à la Baule, eh bien, c'est beaucoup de sable, et puis on voit pratiquement ce sable, comme la tempête de sable là, qui a passé au-dessus de Strasbourg, on le voit, on le ressent en noir et blanc. Alors, le comique, les ingrédients du comique sont formidables. Tu as parlé de gags de répétition, oui, des gags de situation aussi, des quiproquos. Il donne le coup de pied à un touriste qui est penché en avant et lui, il a l'impression qu'il regarde par le trou de la cabine d'essayage alors que le malheureux il est en train de prendre une photo de famille. Il y a aussi l'évocation il y a au fond tous les paramètres des congés payés tels qu'ils pouvaient exister au début des années 50, les cartes postales aussi que finalement on envoie, et puis cette pension de balnéaire en quelque sorte avec chacun pratiquement à sa place, les ronds pour les serviettes qu'on range. C'est la demi-pension typique, voilà, quoi, hein, c'est-à-dire qu'on prend ses repas à heure fixe avec la cloche c'est qui est agitée. C'est même pas une demi, c'est une pension complète. C'est une pension complète, oui. Il y a la cloche qui est agitée pour dire venez. Comme ils sont sur la plage, ils ont 30 mètres à faire pour venir. Alors, il y a aussi effectivement un portrait. Moi, je dirais qu'il est quelque part un peu comme Daumier, et il fait des croquis. Ce sont des croquis qui sont d'une part avec beaucoup de lucidité, et donc qui sont un peu cruels, comme tu l'as dit, parce qu'il montre au fond les faiblesses ou les côtés un peu risibles de ces comportements archétypaux, c'est-à-dire que voilà. Ces vacances deviennent un rite. Voilà. Il faut remplir le rite des vacances, et puis donc il y a un certain nombre de cases à cocher, et une fois qu'on a coché les cases, on dit que les vacances sont terminées. Alors il y a aussi un côté attachant de la tendresse, je pense que parce que Tati, il regarde cela comme il le regardait déjà dans Jour de fête, comme il continuera à le regarder, à poser ce type de regard dans Mon oncle et dans Playtime.
eh bien, il a un certain attachement pour ces gens-là, avec tout leur cortège d'imperfections, de côtés risibles, mais aussi de tendre humanité, d'une certaine manière. Et moi, je trouve que il fait, nous proposant ces croquis qui se succèdent tout au long du film, eh bien, nous fait un véritable tableau sociologique de la France du début des années 50, alors qui s'adapte à des techniques, à des comportements nouveaux, parce qu'au fond, les congés payés, grâce au généreux mouvement de 1936 du Front populaire, ils n'ont pas pu être vraiment pratiqués puisqu'il y a eu l'interruption à cause de la guerre et notamment le traumatisme et les désastres de la débâcle, comme on disait à l'époque. Et puis ça recommence après la Deuxième Guerre mondiale et notamment à partir du moment où la reconstruction, et il faut bien le dire, le plan Marshall, ont mis un peu de carburant dans le moteur. Mais moi, je n'ai pas senti la tendresse. Moi, j'ai plus senti la tendresse dans Jour de fête, où il y avait vraiment une espèce de connivence avec ce village de Sainte-Sévère, au demeurant il connaissait très bien, puisqu'il y a vécu. Et là, je sentais qu'il y avait une proximité. Là, au contraire, j'ai l'impression qu'il y a quand même une espèce d'écran un peu froid, où il regarde de façon déjà cruelle, comme il sera cruel dans Playtime avec cette société moderne qui n'est pas forcément très palpitante. Alors, est-ce que tu es d'accord si on dit une tendresse non complaisante et sévère, voilà. Tu vois, et je trouve que dès le début du film, il y a une scène qui est extraordinaire, c'est dans la gare. Où tu as une foule de gens qui attendent un train en partance, probablement pour rentrer des vacances, parce qu'il nous indique ainsi que c'est par cycle que les gens viennent, puisqu'à l'époque, c'était 15 jours les congés payés. Ou pour partir en vacances. Voilà, oui, ou pour partir en vacances, mais ce n'est pas une très grande population, on le devine, oui, c'est le premier gag du film, en fait. C'est-à-dire qu'il y a le haut-parleur de la SNCF qui crache. On ne comprend rien, il est censé annoncer que c'est le départ et le quai 3 ou le quai 4, et puis tout le monde va d'un quai à l'autre, c'est un gag. Oui. Et en même temps qui montre que c'est des gens qui apprennent à vivre avec la technologie, mais aussi bien ceux qui sont qui réceptionnent en quelque sorte les effets de ces technologies que ceux qui les mettent en place, cette technologie du haut-parleur, eh bien ils ont plein de défauts parce que, comme tu l'as dit, on ne comprend pas les annonces qui sont faites. Et donc ce groupe d'une vingtaine de personnes, les malheureux, ils montent et descendent des escaliers pour arriver sur le bon quai avec le bon train. Oui. Il y a un côté vintage aussi, là, parce que là, on a les vieilles locomotives à vapeur. On a encore les porteurs, qui portaient les valises les plus lourdes ou les valises des gens les plus aisés. Et puis sinon, les autres, ils se promenaient avec leurs petites valises à la main. On n'avait pas encore inventé la valise à roulettes. Oui. Et alors, toujours dans cette sévère tendresse, ou cette tendre sévérité, il nous montre des personnages qui effectivement se surveillent. Moi, tu sais, quand j'étais enfant, j'avais toujours été un peu traumatisé par ce regard des dames qui avaient dans le trolleybus à Strasbourg, qui, les jeunes notamment, c'était tout de suite comme un ennemi potentiel, et qui le dévisagent des pieds jusqu'au sommet du crâne. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Ils cherchent les défauts, je ne sais pas pourquoi ça commence par les pieds, et bien ils sont aussi comme ça un peu. Alors donc, c'est la raison pour laquelle ils sont obligés de jouer une comédie de la convenance, du vivre ensemble qui reste à un niveau purement superficiel. Mais il y a aussi des types qui sont quand même très caractérisés. Par exemple, ce serveur qui est tout le temps surveillé par le patron de la pension, de l'hôtel pension, et qui n'arrête pas de maugréer, mais dans sa barbe, il maugrait dans sa barbe, dans un film parlant, il maugrait en muet, ce qui est quand même pas mal. Et moi, au-delà de cette tendresse, de ces gars qui sont vraiment préparés avec une précision très forte, très grande, eh bien, tu l'as évoqué, le battant, la porte à battant avec son ressort qui fait clonk clonk chaque fois qu'on l'ouvre. Eh bien, et on voit aussi
les traces qui sont sur le sol de pied, comment quelqu'un qui rentre et comme il ne veut pas être vu, hop, il fait demi-tour. C'est extraordinaire. Et je dirais que tu sais bien que souvent, sauf cette fois-ci, au début des suggestions, je dis il faut être vigilant pour ne pas devenir esclave consentant, mais parce qu'il faut être critique. Et le film montre des comportements qui sont des constantes d'une certaine manière aujourd'hui encore. Évidemment, c'est en cela qu'il anticipe, il n'avait pas prévu, mais c'est vrai qu'il y a aussi des inclinations, on pourrait dire, un peu franchouillardes, à toujours râler. On commence par critiquer et après on regarde. Et ce film, au fond, nous montre une France qui se débat avec son désir de modernité, ou en tout cas avec cette modernité dans laquelle on la pousse de façon à marche forcée. Et peut-être que, évidemment, le contexte est tragique, mais peut-être que quand on voit qu'il n'y a pas assez de vaccins, eh bien, ça nous rappelle que, comme le disait Montaigne, aussi haut qu'on soit assis, on n'est jamais assis que sur son fondement, et que dès qu'on veut faire quelque chose, eh bien, on fait autant de bourdes que de choses réussies quand on agit. Et c'est en ça que je trouve qu'il y a une philosophie de sagesse qui pointe sans concession les défauts, si vous voulez, mais qui montre en même temps que ces défauts, c'est les défauts de nous, de nos ancêtres. Enfin, c'est le défaut de la société des années 50. Voilà, et de nos grands-parents. Un côté très amidonné, voilà. Une façon de jamais se déboutonner finalement. Voilà, il n'y a pas beaucoup de sincérité de la part des personnages. Alors oui, parce que c'est les archétypes. C'est ça. C'est pour ça que je disais un côté marionnette d'un certain nombre de personnages. Et le personnage qui est peut-être le plus avec Monsieur Hulot, parce que lui, il fait des gaffes, il provoque même un feu d'artifice de façon totalement accidentelle et absurde. Le personnage qui est après Monsieur Hulot est le plus sympathique, c'est une Anglaise. Oui. Qui est la seule d'ailleurs qui va lui dire au revoir, Monsieur Hulot, l'arbitre de tennis, voilà. Ça, et dont je me demande, alors ça je prends aussi à témoin ceux qui nous écouteront ou qui nous écoutent, je me demande si c'est pas un homme qui joue le rôle de cette Anglaise, mais elle est très gentille. On est très loin du Brexit, puisque de toute façon le Royaume-Uni ne fait pas partie de la CEA, Commission à l'énergie atomique, qui est l'ancêtre de l'Union européenne d'aujourd'hui. Et donc, moi, je trouve qu'il y a, au fond... La CECA, pas la CE, de la CECA, et voilà, la CECA, pardon. Oui. Autant pour moi, merci Dominique. Et je trouve que ce film nous rappelle que, de toute façon, dès qu'on fait des choses, on fait des bourdes avec, et on fait des grosses bourdes même. Et que les politiques, parce que là aussi, il y a un discours à la radio, si tu te souviens, qui est retransmis, où un sous-secrétaire d'État, on est dans la 4e République à l'époque, eh bien, fait un discours avec beaucoup d'emphase pour strictement ne rien dire. Du style, c'est pas parce que je n'ai rien à dire que je ne vais pas ne pas le dire. Mais ça fait écho aux conversations des vacanciers. Quand ils se parlent entre eux, ils se disent rien. C'est un café du commerce, d'une certaine manière. Mais qui nous montre, en même temps, c'est pas des monstres qui tuent les gens, etc. C'est une espèce de banalité lisse. Oui, c'est nos parents. Banalité lisse, je sais pas, j'espère. Tati dit, c'est nous, c'est le message qu'il délivre, voilà, c'est nous on est comme ça. Et il y aura beaucoup plus de tendresse dans mon oncle, notamment pour ce qu'on appelait à l'époque les faubourgs, n'est-ce pas, face à la modernité. Un mot encore pour dire que dans le village où c'était tourné, il y avait encore des traces de la guerre, et donc il y a des façades qui sont des décors en fait mis en place par Tati, mais je laisse le soin à Dominique de dire le mot de la fin pour les vacances de Monsieur Hulot. Ça ne te dirait pas, toi, d'aller dans une pension comme ça? Non, pas. Non. Ça, c'est le type même de vacances qui me ferait fuir. Je pense que je tiendrai 24 heures. Par contre, j'aime beaucoup l'hôtel. Je trouve l'hôtel est très sympathique. Il a un côté très charmant, mais avec une population quand même qui a un peu plus de peps
et les gens avec qui j'ai envie de nouer davantage de conversations. Oui, voilà. Mais ça fait une transition avec mon oncle, hein, je pense, ce film. Oui. Hein. Dans la filmographie de Tati, il y a des choses qui sont esquissées dans les vacances de Monsieur Hulot, et on verra que l'oncle, c'est Monsieur Hulot qui continue sa carrière face au modernisme des villes tout à fait aseptisées. Et là, au lieu d'avoir une vieille voiture brinque-ballante, il va vélo avoir Solex. un vélo Solex. Un vélo Solex, Voilà. absolument. Ouais. Tu as le mot de la fin. Non, C'était le mot de la fin. C'était le mot de la fin. Merci beaucoup, cher Dominique. Merci à vous et à très bientôt. Au revoir.